Excusez-moi, je vous avais pas entendu. Bonjour. J'étais plongé en fait dans la lecture d'un magazine fascinant qui s'appelle Oui Demain, que je viens de découvrir, et qui fait une enquête sur le lobby végan. Vous voyez en bas, là, enquête sur le lobby végan. Le dossier s'appelle Végan. Je recommence. Végan. À la solde des nouveaux agro-industriels. Dans ce dossier, on apprend pas mal de choses sur les végans, le mouvement végan, et notamment leur lien avec l'industrie et les... Pardon. Oui, allô. Comment ça on dit vegan? Non, 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 le mec qui a écrit l'article, il a fait une petite vidéo pour expliquer son travail, et où il explique qu'il est journaliste d'investigation, qu'il fait vachement bien ses recherches, etc. Et il dit végan. L'enquête elle est venue simplement à partir des actions d'éclat. Moi je suis journaliste, je vois comme ça une ribambelle de mouvements végans. Non mais c'est pas possible. Le mec qui fait ça, il sait quand même prononcer correctement le nom de ce qu'il étudie. C'est la première des choses à faire. C'est comme si j'étais prof de philo et que je donnais un cours à mes élèves sur Friedrich Nietzsche. Bah écoute, du moment qu'il a bien compris que le cœur du combat vegan, du coup, c'était pas un régime alimentaire, c'était pas une histoire de mode de vie, mais c'était une lutte sociétale pour la fin de l'exploitation animale, je pense qu'on est bon. Moi, j'aborde la question en me disant chacun est libre de manger ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, c'est pas, pour moi, j'ai aucune haine, rien, pas de ressentiment à l'égard des végans dans le sens où ils mangent ce qu'ils veulent. Par contre, je pose la question de la liberté. Et le chat. Est-ce que, si je te dis par exemple liberté, est-ce que ça justifie que je te coupe en tranches pour te bouffer? Non, ça tu t'en fous, ça t'intéresse pas. Non, parce que c'est mon choix personnel, c'est mon choix individuel quand même. C'est important, non? Il y a une infographie qui circulait sur internet, et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert ce magazine, et ça explique pas mal de choses sur les mouvements véganes. Analyse en images. Vous avez dans cette merveilleuse infographie qui s'appelle « Pourquoi les GAFA veulent nous rendre véganes ?» l'explication de tout le processus qui mène de Bill Gates à moi. Ou à vous, peut-être, qui regardez cette vidéo. En haut, vous voyez des gens très très riches, comme Bill Gates, par exemple. Parfois, ces gens très riches veulent utiliser leur argent pour faire le bien, et vont vouloir le distribuer à des associations ou des ONG qui améliorent le sort des individus de cette planète. C'est ce qu'on appelle la philanthropie, c'est pas compliqué, c'est une générosité qui a pour but l'amélioration de la vie d'autrui. Maintenant, je vais vous demander de bien suivre parce que c'est très technique, mais pour améliorer la condition des individus de cette planète, il vaut mieux donner de l'argent à des organisations qui s'occupent par exemple de traiter le paludisme, des organisations qui s'occupent de la liberté de la presse dans le monde ou des organisations de protection animale, plutôt qu'à par exemple l'Amicale internationale des néo-nazis. Donc Bill Gates et compagnie auraient donné de l'argent à par exemple l'Open Philanthropy Project. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, et en fait je m'en fiche complètement parce que l'Open Philanthropy Project c'est simplement une méta-charity qui a pour objectif de répartir les dons qu'elle reçoit le plus efficacement possible. L'Open Philanthropy Project choisit ensuite à qui il distribue l'argent et a en l'occurrence donné de l'argent à L214. C'est pas vraiment une surprise étant donné la situation absolument abominable tant au niveau des conditions de vie que numériquement des animaux d'élevage. Et je rappelle à toutes fins utiles que lorsqu'on aide les animaux, on n'aide pas simplement les animaux, on aide également les humains, parce que l'élevage, notamment l'élevage industriel, est une catastrophe écologique. Attends voir. Si les GAFA donnent de l'argent aux organisations philanthropiques, et que les organisations philanthropiques donnent de l'argent aux associations et aux ONG de la protection animale, et que moi je fais partie de la protection animale, ça veut dire qu'en achetant ce magazine, j'ai donné l'argent à Oui Demain, et que donc les GAFA financent Oui Demain. C'est ça? J'ai bon? Ça, c'était le premier aspect de l'infographie, c'est-à-dire nous informer que la philanthropie existe. Merci. Pour le deuxième aspect, on va en reparler dans l'article qu'on va commencer à lire.
La Madeleine, banlieue de Lille, vers 3 heures du matin le 28 décembre. La vitrine et la porte d'entrée de la boucherie Weiss s'étoilent sous les coups, tandis qu'une main rageuse inscrit en lettres de sang « Assassin ». C'est la 10e attaque des végans contre un commerce alimentaire de la métropole lilloise en 2018. Agression des boucheries et des restaurants de viande, vidéo choc dans les abattoirs, happening macabre, marquage au fer rouge de militants. Les activistes végans savent faire parler d'eux. Ça, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler des attaques de boucherie. Parce que les associations ont eu beau répéter à de nombreuses reprises qu'elles se désolidarisaient, qu'elles condamnaient ces actions, notamment L214. Il y a une manie chez les anti-véganes de considérer que parce qu'on est végane, on casse des boucheries, de considérer que toutes les associations véganes ne forment qu'une seule et même entité, ce qui est complètement absurde. L'article parle ensuite de ce qu'il appelle l'ossature du credo vegan antispéciste, à savoir la maltraitance animale dans les élevages industriels. Les animaux sont des êtres sensibles, et les animaux sont des êtres libres dont on n'a pas le droit de disposer. Et pour ce credo vegan antispéciste, je cite « L'espèce dont relève un être vivant n'est pas un critère pour le hiérarchiser par rapport aux autres. » C'est pas exactement ça. C'est pas une histoire de hiérarchie. C'est simplement que l'espèce à laquelle appartient l'animal ne doit pas dicter notre manière de le traiter et la considération morale qu'on va lui apporter. Pourquoi est-il condamnable de faire souffrir des êtres humains? Si vous me répondez, c'est parce que ce sont des êtres humains, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe, et c'est pas un argument. That is not an argument. S'il est condamnable de faire souffrir les êtres humains, c'est en raison de caractéristiques qui sont partagées par ces êtres humains. En l'occurrence, notamment, la capacité à ressentir la souffrance, la capacité à avoir des émotions, ou la capacité à éprouver des choses subjectivement, à avoir des expériences vécues. Quels critères devraient tracer la ligne infranchissable? Est-ce la faculté de raisonner, ou peut-être la faculté de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte est au-delà de toute comparaison un animal plus raisonnable mais aussi plus susceptible de relations sociales qu'un nourrisson d'un jour ou d'une semaine ou même d'un mois. Mais supposons que la situation ait été différente, qu'en résulterait-il? La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? En fait, j'ai regardé sur Wikipédia, le livre c'était pour faire intelligent. Ensuite, le magazine parle de la chaîne alimentaire et dit que cette approche remet en cause la place de l'humain dans la chaîne alimentaire, place marquée par la culture de la proie et du prédateur, déjà dénaturée par le consumérisme et la satisfaction immédiate des besoins. Une chaîne alimentaire, c'est pas quelque chose de prescriptif. On n'a pas en tant qu'humain une obligation qui viendrait de je sais pas où. On reçoit pas une note de service qui nous demande absolument de respecter tel ou tel ordre de la nature. C'est quelque chose de descriptif. C'est simplement observer ce qui se passe dans la nature, et on n'a pas besoin d'en tirer des conséquences morales, on n'a pas besoin d'en tirer des conséquences éthiques sur ce qu'on devrait faire ou ne devrait pas faire. C'est ou ce n'est pas, c'est tout. La nature, ça n'est rien de plus que la réalité, c'est l'ensemble de la réalité, c'est pas un ordre juridique et c'est pas un ordre moral. Non mais venez pas me parler de droit naturel, c'est pas le sujet. Alors quand on parle de dénaturer, de dénaturation, moi ça ne me parle absolument pas. En éclaireur français de la libération animale, on trouve des organisations très souvent gouvernées par des femmes. À l'arrière de cette ligne de front, des organisations réformistes qui s'accommodent de l'amélioration du sort des animaux mais ne condamnent pas les actions d'éclat des activistes. Avec là aussi des gouvernances féminines. C'était vraiment très intéressant. On arrive enfin dans la suite de l'article, au cœur même du sujet, qui est le financement, parce que c'est ce qui préoccupe le plus le journaliste, le financement de toutes ces associations de la nébuleuse végan. On nous parle notamment de Animal Charity Evaluator, qui est une méta-charity dont le but est d'évaluer l'efficacité des organisations de protection animale. On nous parle aussi de 80 000 heures, dont le but est d'aider les gens à poursuivre des carrières à fort impact, afin d'améliorer le monde de la manière la plus efficace par la voie professionnelle. On nous parle également du Good Food Institute, une organisation qui s'occupe de promouvoir les alternatives végétales aux produits d'origine animale, et la Clean Meat, donc la viande cellulaire. Et on nous parle encore une fois de l'Open Philanthropy Project. Bref, il n'y a rien de bien méchant là-dedans, la plupart de ces organismes appartiennent au monde de l'altruisme efficace. Je répète ce que c'est améliorer le monde de la manière la plus efficace possible.
c'est plutôt bien. En décortiquant l'histoire et la composition des conseils d'administration de ces fondations anglo-saxonnes, on découvre une nébuleuse d'organisations plus ou moins gigognes, aux intérêts en tout cas croisés. ACE, qui a sélectionné les Français de l'214, est une branche à San Francisco de l'ONG britannique 80 000 heures, qui est elle-même une émanation du Centre pour l'altruisme efficace. Ce dernier étant affilié au Centre Weiro d'éthique pratique de l'Université d'Oxford. Pour l'année 2019, ACE invite à soutenir le Good Food Institute, la Human League et Animal Equality, deux ONG américaines dédiées à la protection des animaux de ferme, ainsi que la fondation allemande Albert Schweitzer Foundation, qui promeut le mode de vie vegan et la fin de l'agriculture industrielle. Et c'est là qu'on a notre deuxième scoop, c'est que les ONG, les philanthropes, les startups, les associations qui essayent d'améliorer le monde, elles ont des intérêts croisés. C'est quand même pas un petit peu normal que tout ce petit monde collabore ? On a d'un côté des organisations de protection animale, des ONG, des associations qui se battent pour qu'on arrête de considérer que les animaux sont des marchandises et qu'on arrête de les découper en tranches. On a d'un autre côté des organisations philanthropiques, des meta-charities, qui agissent et donnent de l'argent pour améliorer le sort des individus de cette planète. Et on a des startups, des entreprises qui travaillent sur, par exemple, la viande cellulaire, qui permet d'avoir de la viande sans avoir besoin de buter des animaux. Et accessoirement sans détruire la planète avec l'élevage. On penserait presque que la fin de l'article est écrite par Jocelyne Porcher ou Paul Ariès. Les multiples liens entre tous ces acteurs ne font pas un complot, tel n'est pas le propos. Merci. En revanche, ils révèlent une mobilisation économique et financière prête à profiter de l'ébranlement moral provoqué par l'activisme végan pour substituer au marché des produits carnés celui de l'agriculture cellulaire. La plupart des végans s'en fichent, ils s'épanouissent à manger des végétaux. Mais la façon qu'ont leurs leaders d'ériger l'émotion en raison, leur détestation de la chair, fait le lit d'une nouvelle industrie d'artificialisation de la nourriture. Derrière le steak que l'on ne veut pas voir, il y a l'imprimante alimentaire et la cuisine de labo. Bref, la fin des paysans. D'un juste combat contre l'agriculture industrielle, les végans risquent à terme de n'avoir été que les idiots utiles des milliardaires de la Silicon Valley et d'ailleurs. Il y aurait beaucoup à dire sur le rejet de principe par l'auteur de la viande cellulaire, ainsi que d'ailleurs de tout ce qui relève visiblement de l'artificialisation de l'alimentation. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire, l'artificialisation de l'alimentation. Je ne sais pas à partir de quand on passe de quelque chose de naturel à quelque chose d'artificiel. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des produits chimiques, mais tout est chimique, l'eau c'est chimique, l'air c'est chimique. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des produits de synthèse, mais pourquoi ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait intervention humaine ? Dans ce cas-là, un potager bio, c'est artificiel. Mais tout ça, c'est un autre sujet. Le sujet qui nous intéresse ici, c'est les véganes, en l'occurrence. Et l'article dit d'ailleurs de lui-même que les véganes s'épanouissent à manger des végétaux. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je comprends l'idée. Et effectivement, le cœur de cible de ceux qui font la viande cellulaire et qui veulent la commercialiser, ce sont pas les véganes, c'est pas les quelques misérables pourcents de véganes de la planète. Le cœur de cible, ce sont les gens qui mangent de la viande et qui veulent éviter que leur consommation ait des conséquences écologiques désastreuses et cause de la souffrance animale alors qu'il n'y en a pas besoin et qui pour une raison ou pour une autre ne peuvent pas devenir véganes. De manière générale, cet argumentaire qui est tout à fait dans la lignée des argumentaires de Paul Ariès, de Jocelyne Porcher et j'en passe et des meilleurs, qu'on entend en permanence depuis des mois. C'est un argumentaire qui repose sur du n'importe quoi, sur des sophismes, sur des hommes de paille, sur des amalgames, sur des faux dilemmes, sur du catastrophisme, sur du naturalisme, sur de l'essentialisme. Franchement, là... Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Et en guise de mot de la fin, je vous conseillerais de garder vos 12 € et de les utiliser pour des choses un petit peu plus intéressantes que ce magazine. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les draps sanglants tels